Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important dans la pratique quotidienne en rhumatologie, les bursites septiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Karine Salliot, rhumatologue et PUPH au CHU d'Orléans. Le professeur Salliot a coordonné les premières recommandations françaises sur la prise en charge des bursites septiques. Bonjour professeur et merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une bursite septique ? Une bursite septique est une inflammation d'une bourse séreuse due à la contamination par un micro-organisme cultivable, généralement bactérien. L'infection se fait majoritairement par contamination directe dans les suites d'une effraction cutanée, une folliculite, une plaie, une lésion de grattage par exemple. Comme on en parlera plus loin dans le podcast, la confirmation de la présence d'un micro-organisme n'est pas toujours possible et la définition d'une bursite septique peut être étendue aux bursites accompagnées de fièvre et ou d'une inflammation cutanée ou subcutanée étendue, ainsi qu'aux bursites initialement jugées non septiques mais évoluant de façon défavorable sous traitement symptomatique. Professeur, quelles sont les principales bourses susceptibles de s'infecter ? Les principales bourses susceptibles de s'infecter sont celles qui sont très superficielles et donc sujettes à des traumatismes répétés et des effractions cutanées. Il s'agit des bourses olecraniennes et prépatellaires. De fait, certaines activités sportives, de loisirs et certaines professions sont à risque de bursite récidivante, chronique et potentiellement infectée, comme les carreleurs, les plombiers, la pratique du football, du rugby et des sports de combat. Les bursites septiques ne sont peut-être pas toujours évidentes à diagnostiquer. Dans quelle situation clinique ou devant quels symptômes spécifiques doit-on les suspecter ? Le diagnostic de bursite, qu'elle soit septique ou non septique, olecranienne ou prépatellaire, est clinique. Il s'agit d'une inflammation douloureuse et superficielle en regard de la bourse séreuse. L'examen clinique permet de faire le diagnostic et en général de faire la différence entre une bursite et la présence d'un épanchement intra-articulaire et potentiellement d'une arthrite. En effet, au cours d'une bursite, la limitation articulaire est modérée, à la différence d'une arthrite et en lien avec la douleur. Une bursite prépatellaire ne s'accompagne pas d'un choc rotulien et le gonflement est situé dans la région antérieure prépatellaire, alors que l'épanchement articulaire d'une arthrite touche la région située sous le quadriceps, donc suprapatellaire. Au coude, le gonflement de la bursite intéresse la région de l'olecrane, tandis que celui d'un épanchement et ou d'une synovite du coude intéresse la partie sous-épicondylienne. Aucun signe clinique ne permet de différencier avec certitude une bursite d'origine septique d'une autre étiologie non septique, qu'elle soit microcristalline, traumatique ou en lien avec une polyarthrite rhumatoïde. Toutefois, la présence d'une porte d'entrée cutanée, que l'on retrouve dans 2 cas sur 3, d'une fièvre, 3 cas sur 4, d'une cellulite étendue, présente dans près de 80% des cas, le caractère très aigu, avec une évolution de moins de 7 jours, doit faire craindre systématiquement une origine septique de la bursite, même chez les sujets aux antécédents de polyarthrite rhumatoïde ou de pathologie microcristalline. Et dans le cadre du diagnostic des bursites septiques, quelle est la place des examens complémentaires ? Certains examens complémentaires peuvent être utiles, notamment au diagnostic étiologique d'une bursite. La présence d'un syndrome inflammatoire biologique est très fréquent, mais non spécifique, du caractère septique de la bursite. L'échographie permet d'écarter d'autres diagnostics étiologiques, la présence d'une calcification d'hydroxyapathique en cours de résorption ou d'étophie goûteux inflammatoire. Et en cas de besoin, l'échographie peut aussi guider la ponction de la bourse. Les autres imageries, radiographie, imagerie par résonance magnétique, ne sont pas utiles au diagnostic initial, mais en cas de complications ou dans le cadre d'un bilan préopératoire. Dans quel cas une ponction de la bourse est-elle indiquée ? La ponction de bourse est utile pour l'analyse cytobactériologique du liquide bursal. Elle se réalise sous contrôle échographique. Elle permet de différencier une bursite non septique d'une bursite septique. Et elle n'a d'intérêt que si les résultats impactent le diagnostic étiologique et la prise en charge du patient. Dans les recommandations,
la ponction de bourse n'est pas systématique car finalement, elle modifie qu'exceptionnellement la prise en charge des bursites septiques. Dans la littérature, l'identification de la bactérie en cause ne conduit qu'exceptionnellement à modifier l'antibiothérapie probabiliste dans moins de 1 cas sur 10. Par ailleurs, l'absence d'identification bactérienne n'est pas associée à un taux d'échec plus élevé du traitement probabiliste dans la cohorte française de l'Ouest. Une fois le diagnostic posé, il est important d'évaluer les critères de sévérité pour orienter la prise en charge. Quels sont-ils ? Il existe 2 types de prise en charge d'une bursite septique. D'abord, une prise en charge ambulatoire en l'absence de critères de sévérité, ou une prise en charge hospitalière en cas d'éléments de sévérité initiaux ou d'évolution non favorable après une prise en charge ambulatoire. Les critères de sévérité retenus par le groupe de travail sont les suivants. Ce sont ceux de la bursite septique elle-même si elle s'accompagne d'une cellulite étendue, de signes infectieux marqués ou d'un sepsis. Les critères de sévérité sont également liés au terrain du patient, la présence de comorbidité et ou d'une immunodépression pouvant faire craindre une évolution défavorable de l'infection et ou une décompensation des comorbidités. Les facteurs qui doivent faire considérer une prise en charge hospitalière sont l'âge avancé, un diabète, un traitement immunosuppresseur, un cancer actif, une infection par le VIH, une transplantation d'organes ou une cirrhose. Ces 2 modalités de prise en charge reposent sur une antibiothérapie le plus souvent probabiliste en l'absence d'identification bactérienne, des réévaluations cliniques, un éventuel avis chirurgical et des mesures associées. Démarrons par la prise en charge ambulatoire. Que préconisent les recommandations ? Pour la prise en charge ambulatoire, les recommandations préconisent l'association amoxicilline-acide clavulanique et en cas de contre-indication à la pénicilline, la pristinamycine. 2 autres options sont possibles. Il s'agit de la clindamycine et de la céphalexine. Les doses et modalités de prise sont détaillées dans les recommandations. Une antibiothérapie de 10 jours est proposée en l'absence de critères de sévérité et si l'évolution clinique est favorable sous traitement. Cette antibiothérapie peut être prolongée jusqu'à 14 jours si l'évolution n'est pas favorable et il est suggéré de procéder à une nouvelle évaluation clinique entre 3 et 5 jours après l'instauration de l'antibiothérapie. Professeur, qu'en est-il des recommandations pour la prise en charge hospitalière ? En cas d'hospitalisation, une antibiothérapie intraveineuse d'emblée doit être réservée aux cas les plus sévères, avec sepsis et ou immunosuppression. Le traitement de première intention devrait être alors une pénicilline antistaphylococcique, la coxaciline, ou une céphalosporine de première génération, la céfazoline. Un relais Péros est possible dès amélioration clinique et biologique. La durée totale de l'antibiothérapie est de 14 jours dans les formes modérées et de 21 jours en cas de présentation sévère et ou d'immunosuppression. Un avis chirurgical initial est indiqué en cas de complications locales de type abcès, nécrose ou fistule, ou régionales de type ostéite, ou par la suite si l'évolution est défavorable malgré une bonne prise en charge médicale. Elle peut aussi être envisagée à distance de l'épisode d'infection en cas de bursopathie symptomatique persistante après résolution de l'infection. Enfin, quelles autres mesures comme la chirurgie peuvent être discutées et à quel moment ? Différents types d'interventions ont été décrits pour la prise en charge chirurgicale des bursites septiques et il n'y a pas de consensus. Il peut s'agir d'un drainage, avec ou sans bursectomie, par arthroscopie ou chirurgie ouverte. Des mesures peuvent être associées à l'antibiothérapie, le repos antalgique, des antalgiques non anti-inflammatoires, la vérification du statut vaccinal antitétanique si effraction cutanée. Il est également conseillé de prodiguer des conseils de prévention sur le port de genouillères pour les métiers ou loisirs à risque. Merci beaucoup, professeur Saliot, pour ces explications détaillées et ces conseils précieux. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditrices et nos auditeurs de mieux comprendre la prise en charge des bursites septiques en pratique. Merci beaucoup. Quant à vous, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt pour un nouvel épisode.